C'est fantastique, tout ce qu'on peut supporter. C'est par cette citation d'une lettre de Guillaume Apollinaire à Madeleine Pagès que débute ce livre. Joseph Pontus nous décrit dans À la ligne sa vie d'ouvrier. Sortant Apollinaire de sa tranchée de 14-18, Pontus nous écrit de son usine, de sa laideur, de ses hommes et de ses lueurs d'espoir. Bienvenue dans la rue de la Révolution. Aujourd'hui, nous toquons au numéro 1 pour parler usine, vers libre et guerre des classes. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. On leur donne rien. Quand c'est rien, pas des miettes. La pâte dentifrice ne rentrera pas dans le tube. Paru en 2019, À la ligne est un récit ouvrier qui a la particularité d'être écrit en vers libre. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de ponctuation, que le retour à la ligne est la règle et qu'il n'y a pas de rime. Le titre y fait d'ailleurs écho dans ce que je crois être une sileps, un double sens entre la ligne du livre et une ligne de production. Son auteur, Joseph Pontus, est un éducateur spécialisé qui, à la suite de son mariage, se retrouve en Bretagne. À cette époque, il a déjà écrit un livre, Nous, la cité, sur son expérience en banlieue parisienne. Ce n'est donc pas un total inconnu qui débarque à Lorient dans le Morbihan. C'est un lettré, un intellectuel. Et ça se ressent dans son écriture, où il cite et fait des clins d'œil aux auteurs et poètes qui l'ont marqué. Et il cite beaucoup. Apollinaire, Hugo, la Boétie, Barbey d'Aurevilly, Zola, Dumas, Rabelais, Aragon, Shakespeare, Pérec, Spinoza, Ronsard, La Bruyère, Homère, Beckett. C'est au moins ceux que j'ai pu noter en repassant rapidement le livre. Il y a aussi Karl Marx et son Capital qui est cité et récité. Parce que oui, Pontus, malgré une éducation par des jésuites, pose une vision marxienne sur certaines scènes quotidiennes de l'usine. Il décrit notamment son mariage, auquel on a joué l'Internationale, et parle de ses copains anards, passés par l'Amérique du Sud, Notre-Dame-des-Landes et le mur des Fédérés. Il a donc une sensibilité particulière au travail et à l'aliénation que représente l'usine. Sans aucun impact sur l'organisation du travail, on est juste une petite pièce remplaçable d'une chaîne qui ne peut que répéter les mêmes gestes, au profit d'un patron qui nous paie au lance-pierre. Et cela se ressent tout au long du livre, où il aborde la solidarité entre travailleurs, sa place dans l'armée de réserve du capitalisme, et le non-sens que représente son travail. Donc le fond du rapport salarial, disais-je, c'est ma thèse, c'est un rapport de chantage, à la reproduction de la vie même. L'usine, il va y passer un moment, plongé dans le jeu des agences d'intérim. Il avait besoin de sous, comme beaucoup de monde. Il se retrouve d'abord dans l'usine Capitaine Watt de la Nester, qu'il appelle simplement les crevettes. Il ne cite pas directement le nom de l'usine, mais une usine de poissons et fruits de mer qui a été incendiée dans le coin de l'Orient, ça se passe là-bas. De l'autre côté du Scorff, à la Nester. C'est là-bas qu'il commence à écrire. Au fur et à mesure des journées monotones, il trouve la force d'écrire. Il paraît que l'ennui rend plus créatif. Il y a ensuite un passage d'itinérant, de chef, dans des colonies de vacances réservées aux pensionnaires en ESAT. Un ESAT, c'est un établissement qui permet à des handicapés de travailler, dans le but de leur permettre une meilleure insertion sociale et professionnelle. Cependant, même au sein des exploités, il y a des exploités. Ils produisent et assemblent toutes sortes de produits, des fournitures de bureaux au terreau pour le jardin, le tout pour des montants dérisoires. C'est très intéressant pour les entreprises qui, si je ne m'abuse, en profitent pour avoir des réductions de charges. Très start-up nation comme concept. Mais ce poste n'est que temporaire, et il est obligé de retourner à l'usine. Pas aux crevettes, non, mais dans une usine de poissons panés et plats cuisinés, à Iotis, à Lorient, où il éboutera notamment des barquettes de tofu. Mais n'oubliez pas. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Après un retour aux crevettes, il termine finalement dans l'usine Bigard de Quimperlé, dans le Finistère, qui constitue la totalité de la deuxième partie du livre. Et à Bigard, il va passer par tous les postes. Du nettoyage au chargement, en passant par les carcasses, il va nous décrire les us et coutumes des usines d'agroalimentaire. Quand on est dans ce genre d'usine, sur une ligne de production,
Et encore plus fortement lorsque l'on est intérimaire, ce n'est pas par choix. Il y a toujours une contrainte monétaire. Survivre, avoir une famille, un gosse. Ce sont des raisons très communes d'entrer en usine. C'est la seule raison pour laquelle on accepte d'y aller. C'est temporaire. Cela devient un credo jusqu'à cette résignation, cette sentence. On revient toujours à la ligne. Résigné car dompté par l'usine, cassé par ce travail qui vient et revient inlassablement. Comme l'océan, l'usine érode. Elle marque dans la chair et dans la tête. Pontus nous décrit sa découverte de muscles nouveaux, la douleur et la fatigue permanente, qui plombent dans les moments hors de l'usine. Les cauchemars aussi tapent parfois à la porte. On ne s'échappe jamais vraiment de l'usine qui nous poursuit partout où l'on va. De l'année un besoin de s'évader. Les gens chantent, sifflent, s'inventent des mondes intérieurs, là où tout va bien, là où tout est, hormis l'usine. Et là aussi, ils tartinent les références. Balavoine, Mahé, Samson, Johnny, Trenet, Brel, Dutronc, Carla Bruni, Barbara, Daniel Darc, Nougaro, Piaf, Jonas, Bachung, Ferrat, Stromae, NTM, Souchon, Dassin, Paradis, Sardou, Pierre Bachelet, Julien Doré, Michel Delpech, Cabrel, Goldman, Calogero, Ferré. Là aussi je vais repasser sur le livre. Ces chansons passent le temps, empêchent de s'imaginer que l'on va passer sa vie à l'usine. L'espoir et l'amour de sa femme, de son chien Poc-Poc, ça l'aide aussi à tenir. Les petits bonheurs, il faut savoir les apprécier pour les jours où la ligne file si vite que l'on ne peut ni chanter, ni aimer. Il est vital pour lui de s'échapper de cette prison, où les chefs surveillent constamment que la production n'est pas trop lente. Trop rapide, il ne se plaindrait pas. Et que l'on se pointe à l'heure, en avance, il ne se plaindrait pas non plus. Dur au mal, notre ouvrier se met aussi à penser comme un chef. Le fainéant, le tir au flanc. Il y en a toujours un sur une ligne. Mais son identité change selon à qui on demande. Il fait la réflexion que l'on est toujours le fainéant de quelqu'un. Et c'est bien vrai. Feuillet d'usine. C'est le sous-titre de ce livre. Et j'ai bien en tête l'ouvrier écrivant une petite feuille chaque jour après la débauche. J'écris comme je pense, sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées, seul, déterminé. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. Son écriture est une ligne de production, inexorable. L'écriture est efficace, sans perte d'énergie ou de temps. Le geste, le mot superflu est traqué, pour économiser le corps et l'esprit. Dans des retours à la ligne incessants qui parfois oppressent, l'auteur nous fait ressentir son vécu. L'absence de ponctuation désoriente, comme si l'on entrait avec lui dans l'usine, là où l'on ne voit ni le soleil, ni l'heure qui passe. Les repères classiques du temps et de l'espace ont disparu. À la ligne, les points et les virgules n'existent plus. Enfin presque. Des citations entre guillemets sont les seules fois où l'on sort de l'eau. Seule pause d'un quart d'heure à la machine à café située à l'extérieur. Elle permet de ne pas suffoquer dans le rythme infernal de l'usine. Où est-ce celui du livre? Commencer par convoquer Apollinaire du fond de sa tranchée n'est pas anodin à mon sens. Joseph Pontus nous écrit aussi du front social, de sa ligne d'où l'on mène la guerre de classe et où la classe ouvrière, bien que peu consciente d'elle-même, meurt. Nous ne sommes pas en prison, nous sommes à la guerre. Les chefs le surveillent de peur qu'il ne déserte, prêts à abattre le premier qui rebrousserait chemin. Ils scrutent les peureux, de peur que leur unité débande. Les soldats se scrutent entre eux, pour voir en qui ils peuvent avoir confiance, au combat ou non. Qui sera encore vivant le lendemain? La ligne devient un tableau macabre d'Autodix et ses gueules cassées. Il est dur de faire classe dans cet état incertain des choses. Dans l'une de ses interviews, l'auteur soulevait que l'usine poussait à l'ultra-individualisation. Celle-ci, couplée à l'absence de lieux de socialisation pour des ouvriers qui viennent de lieux variés et éloignés, rend compliqué l'émergence d'une conscience de classe. On ne se sent pas, ou plus, prolétaire. Quand ce livre est arrivé entre mes mains, en novembre 2019, je venais d'entrer moi aussi chez Bigard. Intérimaire, je me suis reconnu en petit intellectuel qui découvre ses nouvelles manières d'avoir mal. Dans ce petit chef qui sommeille, j'ai reconnu la routine de l'usine. Badger pour entrer, traverser le long couloir rouge qui mène au vestiaire, s'habiller, descendre jusqu'au conditionnement port, enfiler gants et protection, bosser, s'énerver, rêver, chantonner, siffler, sortir en pause, voir des affiches de bien-être au travail en remontant, se changer en vitesse pour aller prendre un chocolat à la sortie, et rebelote. Comme la mer dans un poème de Jean Autissier,
L'usine ne m'a pas demandé d'où je venais. Elle a rempli ma bouche de son sel et mon esprit de son silence. Avant, j'avais parfois tendance à idéaliser l'usine et les ouvriers. Maintenant, je ne peux pas. Je ne peux plus. Pas après ce que j'ai vu et vécu. C'est peut-être à ça que peut servir ce livre. Rappeler aux bourgeois, dans un langage qu'ils comprennent et approuvent, que les ouvriers existent encore. Il faudra cependant beaucoup d'autres livres et d'actions pour leur rappeler que les prolétaires pourront un jour les choper par le col. Les usines existent encore. On n'y produit pas que des avions et des voitures. À l'usine on tue, autant de bêtes que d'hommes, dans un monde qui gagnerait beaucoup à prendre plus soin des deux. Joseph Pontus est décédé en 2021, à la suite d'un cancer. J'aurais aimé pouvoir te remercier, Joseph, ou Baptiste, puisque c'est ton vrai prénom, de pouvoir vouloir écrire un tel livre. Merci à toi, camarade. La lutte continue, aujourd'hui plus que jamais. Puisqu'il n'y aura jamais de point final à la ligne. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de la rue de la Révolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. D'autres vidéos sont en préparation, donc vous pouvez aussi activer la cloche. Si vous avez des questions et des remarques sur cette vidéo et celles à venir, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt dans la rue de la Révolution. Changer de base, nous ne sommes